Alors une bavure policière, ça n'a pas de sens vraiment légalement, puisque soit vous êtes poursuivi pour des violences commises par personne dépositaire de l'autorité publique, soit vous ne l'êtes pas. Bavure, c'est un terme générique qui légalement n'a pas de sens. Alors non, pas en soi, parce que le fait de violer le code de déontologie, ce qui veut dire que soit vous n'allez pas respecter votre obligation d'impartialité avec les personnes, ou de courtoisie, ou le fait que tout simplement vous allez exercer une violence sur les personnes que vous interpellez, vous n'allez pas forcément les protéger dans le cadre de leur interpellation, ce qui normalement est nécessaire. C'est pas forcément une bavure policière, parce que dans l'imaginaire collectif, quand on dit bavure policière, ce qui encore une fois juridiquement ne veut rien dire, on imagine des blessures graves, ou en tout cas la mort de la personne qui n'aurait pas été recherchée. Donc le code de déontologie, il donne simplement un cadre qui doit être respecté par les policiers et par les gendarmes, qui, s'il n'est pas respecté, peut engendrer éventuellement des poursuites pour violence, éventuellement des poursuites pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire des poursuites pour homicide involontaire. Mais bavure policière, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ça va être du cas par cas, mais on va prendre des exemples concrets. Si vous interpellez quelqu'un qui se remet spontanément à la police, peu importe ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire dans le peu importe, j'inclus éventuellement jeter des cailloux ou quoi que ce soit, s'il se présente spontanément et qu'il n'oppose pas de résistance, on n'a pas de raison d'y mettre de la violence. Dès lors qu'il se présente, on l'interpelle, on est côté, basta. Si en revanche il commence à opposer la résistance, là il faut utiliser une violence qui reste proportionnée. Proportionnée, ça ne veut pas dire arriver à quatre dessus et porter des coups, ça veut juste dire tenir la personne. Et comment on juge cette proportionnalité ? Ça va être au cas par cas. Ça va être au cas par cas. Si, encore une fois, je fais référence à des cas où on a vu parfois plusieurs policiers tomber sur une personne, on n'a pas forcément besoin non plus de 4 ou 5 policiers qui vont donner des coups, qui vont tenir la personne avec le genou ou autre, vous connaissez ces cas-là. C'est pouvoir maîtriser la personne sans opposer de force qui soit trop importante. Je pense notamment aux gens qu'on interpelle quand ils ont de la drogue, ils essaient d'avaler de la drogue, des cailloux ou des sacs. Il faut pouvoir la tenir de telle sorte de la protéger, donc qu'elle n'avale pas, parce qu'il ne doit pas avaler évidemment, mais non plus qu'elle ne se blesse pas, sans forcément la mettre à terre. Donc ça va être vraiment du cas par cas, et de comment on pouvait faire d'un point de vue pratique, sans blesser la personne, mais tout en la maîtrisant, et sans la blesser. Le droit, il prévoit tout simplement la même chose que pour le reste des personnes, hein. C'est le droit commun qui s'applique. Il y a d'un côté l'IGPN qui peut être saisi quand la police commet des actes qui ne rentrent pas dans le code de déontologie. Mais à côté de ça, n'importe qui peut déposer plainte et ça sera le droit pénal commun qui va s'appliquer. Donc il y aura, si c'est des actes graves, l'ouverture d'une instruction. Si c'est des actes moins graves, ça peut être un renvoi en correctionnel. C'est la procédure classique qui s'applique. Après, forcément, la difficulté qu'on a, je donne un autre exemple qui est extrêmement commun, c'est les plaintes qu'on souhaite déposer quand vous êtes interpellé, vous avez été placé en garde à vue pendant 24, 48 heures, voire plus, et vous dénoncez des violences. Sauf qu'en pratique, vous êtes interpellé, vous êtes seul, il n'y a aucun témoin, vous allez dénoncer des violences et il y a des chances pour que le procès-verbal de synthèse, les procès-verbaux expliquent on a interpellé monsieur Untel qui a exprimé de la résistance, donc en général il va se faire poursuivre aussi pour outrage à rébellion, sinon c'est pas drôle. Et après vous n'avez aucun élément quand vous les déposez plainte. Parce que forcément, vous êtes en garde à vue, vous ne pouvez pas déposer plainte. Vous pouvez en théorie, mais vous n'avez pas d'éléments. Vous pouvez juste faire des déclarations. Vous serez vu par un médecin qui va peut-être dire il a un cocard, il a tel jour d'ITT. Donc là, on pourra déduire des choses de ces constatations médicales. Mais après, forcément, vous avez de fait une inégalité d'armes parce que d'un côté, vous avez les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qui vont peut-être être 3 ou 4 procès-verbaux qui vont aller dans le même sens, et les déclarations d'une personne qui est en garde à vue, en général pour des faits pas très sympas, et qui va comparaître dans cette situation où il est dans un box en comparution immédiate, donc pas forcément en position très agréable pour aller dénoncer des violences policières. Donc si le cadre existe, et le même pour tout le monde, forcément on a une inégalité de moyens de fait. C'est un peu pareil, le problème des violences verbales, c'est que, exception faite de ce phénomène qui est un peu nouveau, qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, qui est d'aller filmer ce qui se passe, d'avoir des potes autour ou la famille qui va filmer ce qui a été dit. Vous pourrez dire ce que vous voulez, si le policier ou le gendarme vous a insulté, si vous êtes le seul à le constater, vous pourrez déposer plainte, mais personne, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et dans tous les dossiers, pas forcément que ceux-là,
dans un dossier où vous avez seulement la parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est un petit peu léger pour aller jusqu'au bout des poursuites. Généralement, c'est classé sans suite, c'est ça que vous voulez dire? C'est injusticiable. D'un point de vue du droit, oui, ça reste injusticiable comme un autre. Donc, si il commet des actes qui sont volontaires ou quoi que ce soit, évidemment, il peut être poursuivi comme un autre. En pratique, on a toujours la différence entre le droit et la pratique. Forcément, on revient à cette problématique où on a quelqu'un qui, lui, va être potentiellement muni d'armes, en général, qui aura peut-être une protection de corps, dans le sens où s'ils sont 2 ou 3 personnes à intervenir, on peut imaginer que ses collègues aillent plutôt dans son sens. Mais si, j'ai un exemple simple, il est seul à intervenir, qu'on a une vidéo qui démontre par A plus B qu'il commet des violences qui ne sont pas justifiées et qui engendrent des blessures, par exemple, une plainte pourra être déposée et ça sera injusticiable comme un autre, évidemment. La seule... pardon, je suis un peu longue. Non. Mais la seule différence, en fait, et on n'a pas vraiment de solution là-dessus, c'est la seule profession où, quand on enquête, on fait appel à la même profession. Parce que, aux dernières nouvelles, les seules personnes qui peuvent pratiquer l'enquête sont les policiers. Donc après, c'est le procureur qui a l'opportunité des poursuites. Si le procureur, lui, considère, et on a vu des cas où le procureur considérait qu'effectivement il y a eu un excès de force ou qu'on avait des circonstances quand même un petit peu limites sur les interpellations, il pourra de toute façon décider de poursuivre. C'est ce qu'on reproche un petit peu à l'IGPN. Après, des procédures, il y en a. Il y a des procédures, il y a des blâmes, etc. Donc il se passe quand même des choses. Il ne se passe rien du tout non plus. Ce n'est pas une protection absolue. Et dès lors que, encore une fois, on rentre dans le cadre d'une instruction, par exemple, si je prends les cas des personnes qui sont décédées à la suite d'interpellation, par définition, il y a forcément une instruction qui est ouverte. Vous avez le procureur et ensuite vous avez le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il est quand même un peu au-dessus, il va instruire à charge et à décharge. Vous avez des avocats qui rentrent en jeu, on l'a vu là il n'y a pas très longtemps sur un dossier qu'on connaît bien, qui vont pouvoir faire des demandes d'actes, des demandes de confrontation, des demandes d'expertise, etc., etc. Donc ça rétablit un petit peu les choses. Si on parle par exemple de ce dossier-là, je ne suis pas très embêtée par le temps que ça prend, dans le sens où de toute façon, dès lors que vous avez une instruction qui est ouverte pour des faits d'homicide, vous en avez au moins pour 2 ans de procédure. N'importe quel homicide, c'est pareil, sauf parce que tout le monde tombe d'accord et que l'homicide soit reconnu, etc., ce qui n'est pas non plus tous les 4 matins. Mais sinon, même une instruction pour un homicide reconnu prendra au minimum 18 mois, en pratique 24, voire 36 mois parfois. Donc de toute façon, dès lors qu'on rentre sur l'instruction, c'est des procédures qui sont longues. Là en plus, vous avez des rapports IGPN qui rentraient en jeu et on consulte l'IGPN pour qu'elle fasse son propre rapport qui remonte au parquet aussi. Vous avez en plus une contestation et des contre-expertises qui sont demandées, donc tout ça rallonge l'instruction, mais en fait, je ne crois pas que ce soit plus long parce que c'est une affaire qu'il y a des policiers, c'est plus long parce qu'il y a une contestation et que c'est une instruction et que de toute façon, les instructions sont longues. Ouais, mais alors légalement, là, pour le coup, mais je m'en tiens vraiment au droit. Je suis un peu réservée dans le sens où, outre tous les propos qui sont scandaleux et qu'on a tous entendus et qui en soi parlent, on est sur de la diffusion de propos, sur une messagerie privée et avec des messages qui ne devaient pas être entendus par les personnes qui l'ont entendu. Donc, bon, légalement, je trouve pas ça complètement absurde que ça prenne un peu de temps parce que déjà, il n'y a pas de flagrant délit et que c'est des propos qui, je crois, pour certains, sous réserve, vous me direz, je crois, ont été contestés, et surtout qui sont sur messagerie privée, donc on est sur la contravention. Ah oui, sauf que la caméra, vous pouvez décider de ne pas l'allumer aussi. Donc bon, oui, en théorie, oui, mais c'est toujours le problème quand il y a des procédures avec des vidéosurveillance, des trucs, des machins, oui, et puis parfois on les retrouve pas. Bon. Donc c'est cool, hein, c'est bien d'avoir des vidéos, mais il faut pouvoir les retrouver et que ça soit activé. S'il y en a un qui vient pour casser, pardon l'expression, il avait cassé de l'arabe ou quoi que ce soit, la caméra il va la couper, hein. C'est pas con. Et puis à la fin on n'aura juste pas de caméra, on dira la vidéo va pas marcher, il n'y aura pas de moyen. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour la majorité des policiers qui font très bien leur travail et qui peut-être seront sécurisés par ça et que peut-être ça sécurisera les personnes qui sont interpellées. Pour ceux qui feraient partie de la fameuse mauvaise graine, je pense que ça ne changera pas grand-chose parce que la caméra, ils vont la couper ou ils ne vont pas la retrouver, ils vont perdre la vidéo. Et voilà.